Ceci est un balado de dossiers publics à CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. L'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand tient une table ronde sur les résultats de la présidentielle américaine et leurs effets sur les États-Unis et sur le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence midi qui s'intitule « Les résultats de la présidentielle de 2024, leur effet sur les États-Unis et le monde ». Donc, bienvenue à ceux qui sont dans la salle, mais aussi aux gens qui nous écoutent en ligne. Mon nom est Julie-Pierre Nadeau, je suis chercheur associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la conférence de ce midi. C'est une conférence qui va couvrir beaucoup de terrain. On va analyser les résultats de l'élection, mais aussi ses effets sur la politique interne des États-Unis et sur le monde de façon plus large. Donc, c'est pas une mince tâche, mais j'ai un fabuleux panel pour m'aider dans cette vaste tâche. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul-Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et professeur de sciences politiques à l'UQAM. Je vais vous les présenter en l'ordre de la table. Christophe Cloutier-Roy, directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis et chargé de cours à l'Université Laval. Julien Toureille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et à Chicoutimi. Et Karine Prémont, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis et professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, bienvenue à tous les panélistes. Merci d'être avec nous ce midi. Pour nous lancer dans la discussion, j'ai envie de vous poser une question pour faire un premier tour de table. Maintenant qu'on est à une semaine de recul, on vous a entendu un peu partout là, analyser les résultats de cette élection, mais une semaine plus tard, là, comment peut-on expliquer le résultat de l'élection de la semaine dernière? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier. Karine? Bonjour, merci d'être là. Il y a plusieurs explications possibles, évidemment, et mes collègues ici vont en avoir sans doute auront sans doute beaucoup à dire là-dessus aussi, mais je vous dirais, moi, en ce qui me concerne, c'est la statistique qui me permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment le fait que 75% des Américains pensent que le pays va dans la mauvaise direction. À partir de ce moment-là, quand on a cette donnée-là, bien, on comprend trois choses. On comprend que l'économie va être prépondérante dans l'élection. Vous allez me dire, c'est presque toujours le cas, effectivement. Cette année, on se disait, il y a peut-être d'autres enjeux qui vont avoir une influence majeure, mais on est revenu à l'économie. Il y a la deuxième chose que ça me dit, c'est que quand on a une campagne démocrate qui est déjà un peu dans le pétrin avant que Kamala Harris arrive, c'est très difficile de rattraper le coup quand il reste seulement une centaine de jours avant l'élection, surtout dans ce contexte politique et économique-là. Et troisième élément, ça laisse aussi peu de marge de manœuvre à la nouvelle candidate Kamala Harris pour se définir elle-même. Et elle a eu du mal à le faire. Comme je le dis encore, dans ce contexte-là, elle a dit qu'elle n'était ni Trump ni Biden, mais maintenant, qui elle était principalement, on l'a moins vu, on l'a moins su. Alors, à ce moment-là, ça a donné de l'élan à Donald Trump. Donc, je pense que le contexte économique, le contexte politique, cette perception des Américains que ça va mal et c'est pas à la veille de s'améliorer, a joué beaucoup contre les démocrates. Merci, Karine. Christophe? Je vais faire un peu de chemin sur la très bonne intervention de Karine en empruntant les mots d'une poétesse de Pierrefonds. Tout est chaos, à côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. J'ai l'impression que ces vers traduisent un peu le désarroi des démocrates qui, désenchantés, n'ayant l'impression de ne pas être écoutés nécessairement par une administration, ayant fondé beaucoup d'espoir dans les années Biden, ne se sont pas nécessairement rendus aux urnes pour aller exprimer leur vote en 2024. Et c'est ça que je pense qu'il faut vraiment retenir de l'élection. Ce sont les électeurs démocrates qui ne sont pas allés voter. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés voter? Est-ce que c'est la question de Gaza? Est-ce que c'est la question des promesses non remplies? Entre autres sur les programmes d'accès à l'assurance maladie, ce genre de choses-là. C'est ça qu'on va essayer peut-être de savoir aujourd'hui et dans les prochains mois. Merci. Frédéric? Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce que Karine a dit. Je pense que c'était vraiment une affaire de contexte avant tout. On l'avait dit, je ne sais pas si vous étiez là à la conférence qu'on a tenue une semaine avant le vote, mais on disait que le contexte était extrêmement défavorable pour les démocrates cette fois-ci. Karine l'a mentionné, une très forte majorité des Américains et Américaines estimaient que le pays allait
dans le mur, directement dans le mur, droit dans le mur. Biden est un des présidents les plus impopulaires de l'histoire. Il était moins populaire à ce stade-ci de sa présidence que Donald Trump l'était à pareille date de sa présidence. Donc, on avait l'impression que c'était une élection où beaucoup d'Américains souhaitaient un changement. Kamala Harris a essayé d'incarner ce changement-là. Je pense qu'il y a des données de sondage qui démontraient que si elle avait eu un petit peu plus de temps pour mener cette campagne-là, elle en aurait convaincu encore davantage qu'elle pouvait incarner ce changement-là. Mais sa campagne a été courte et finalement, c'est Trump qui a convaincu plus de gens qui seraient capables d'incarner ce changement-là. On a beaucoup parlé avant l'élection de la possible prime à l'urne, soit pour Harris, soit pour Trump. On se demandait qui allait profiter d'une prime à l'urne cette fois-ci. Et il y a des gens qui disaient que c'est possible que ce soit Harris qui profite d'une prime à l'urne, notamment en raison du dossier de l'avortement, en raison aussi de l'enthousiasme qu'on voyait du côté démocrate depuis son arrivée en scène après le départ de Biden. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que c'est Trump qui a eu une prime à l'urne ce soir-là. C'est une victoire nette, claire. Il y a une carte du New York Times que vous pouvez regarder qui illustre, disons, les gains de Trump cette fois-ci par rapport à 2020. C'est colossal, c'est partout au pays. C'est également dans les comtés ruraux, dans les banlieues, dans les villes. Et si vous regardez les sondages menés aux sorties des urnes, vous voyez que Trump a fait des gains pratiquement auprès de tous les types d'électeurs, toutes les catégories d'électeurs possibles, mis à part peut-être les électrices blanches. Mais bon, si on regarde auprès des femmes, finalement, on disait Harris va être capable d'aller chercher le vote des femmes, notamment sur la question de l'avortement. En fait, elle a gagné auprès des électrices, mais seulement par 8 %, alors que Biden avait gagné par 15 %. Trump a fait des gains auprès des hommes, auprès des Afro-Américains, auprès des électeurs latino-américains, c'est colossal. Biden avait gagné le vote latino-américain par 33 % en 2020. Cette fois-ci, il semble que Harris l'ait seulement gagné par 6 %. Donc, des percées extrêmement importantes de Trump auprès de ses électeurs. Les électeurs modérés, on sait qu'Harris a essayé d'aller les chercher avec une Liz Cheney dans le décor, des républicains dans le décor durant sa campagne, des républicains plus modérés. Mais finalement, elle a gagné le vote des modérés, mais seulement par 17 %, alors qu'en 2020, Biden l'avait gagné par 30 %. Les 18 à 29 ans, Harris a gagné ce vote par 11 %, alors que Biden l'avait gagné par 24 %. Les gens qui ont voté pour la première fois, Biden avait gagné ce vote par 32 % en 2020. Kamala Harris l'a perdu par 13 % cette fois-ci. Donc, c'est une victoire claire, nette. C'est un gain colossal pour Trump. Il est le premier candidat républicain à gagner, en plus du collège électoral, le vote populaire, le premier depuis 2004, donc en 20 ans. C'est une victoire nette et je pense que je suis entièrement d'accord avec Karine. En fait, c'est vraiment une affaire de contexte. Et comme en 2020, beaucoup souhaitaient un changement en raison de la pandémie et du travail de Trump là-dessus, ce qui a aidé Biden, bien, cette fois-ci, c'est l'administration au pouvoir qui paie le prix du bilan que les gens ont devant les yeux. Puis sur l'économie et l'immigration notamment, on voit que Biden était très, très impopulaire. Je vais m'arrêter là-dessus. Je sais qu'on évoquera d'autres facteurs qui semblent importants pour expliquer cette victoire républicaine. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé si les Américains sont prêts à voter pour une femme. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais je pense que Julien a sans doute des choses à ajouter aussi. Merci. Ça va être très, très bref parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je ferai du millage là-dessus. J'insisterai peut-être simplement sur, Fred vient de l'évoquer, l'échec de la stratégie démocrate de miser sur des enjeux qu'on imaginait mobilisateurs, la question de l'avortement, la question de la menace à la démocratie. Alors, ce n'était pas totalement infondé, cette démocratie, cette stratégie-là. A posteriori, on s'aperçoit que ça n'a pas été efficace, mais avant d'avoir le résultat de la semaine dernière, ça faisait du sens pour les démocrates de mettre l'accent sur la question de l'avortement, vu ce qu'ils avaient vu aux élections de mi-mandat de 2022, aux élections partielles en 2023. Ça permettait à ce moment-là de mobiliser leur électorat. La question de la menace à la démocratie, elle était légitime à aborder parce qu'en face, il y avait un candidat qui a des propos qui représentent potentiellement des menaces à la démocratie. Il fallait en tenir compte, sauf que manifestement, l'électorat ne s'est pas mobilisé sur ces deux questions-là. Moi, à ce titre-là, il y a deux données qui m'ont frappé. Sur la question de l'avortement, au Nevada et en Arizona, ce sujet était sur les bulletins, si ma mémoire est bonne.
ils ont obtenu 10% de plus que Mme Harris, si j'ai bien fait attention aux dernières données. Donc les mesures de protection de l'environnement, de l'avortement, la semaine est longue, ont reçu 57% d'appui, quelque chose comme ça. Mme Harris, à peine 47%. Quant à la mobilisation pour protéger la démocratie, ça me paraissait un argument déjà de longue date très délicat à manipuler du côté des démocrates, mais manifestement, si on regarde la mobilisation, la participation à cette élection, on ne s'est pas plus mobilisé a priori qu'en 2020. On s'est peut-être moins mobilisé. Donc si la démocratie était un enjeu, finalement, ce n'était pas le cas pour les électeurs. Et je finirai sur un élément, moi, qui me surprend depuis quelques jours. C'est vrai que l'électorat démocrate s'est moins mobilisé, à peu près 10 millions de moins qu'en 2020 à l'heure actuelle. Trump a fait de son côté des gains très marginaux au suffrage populaire. Pour l'instant, il ne fait même pas 1 million de voix de plus au suffrage populaire. Ça devrait continuer à avancer. Et moi, la question qui m'intrigue, et peut-être mes collègues auront une réponse à ça, mais ça m'intrigue depuis quelques jours. Comment se fait-il que Trump ait fait autant de gains, et c'est manifeste, dans toutes les catégories ou presque de l'électorat, mais ça se traduit relativement peu aux urnes? Donc peut-être, et là c'est un petit bémol à la victoire éclatante de Trump, peut-être y a-t-il eu un petit peu moins de mobilisation chez l'électorat, peut-être plus républicain, traditionnel, que ce à quoi il aurait pu s'attendre, même si évidemment ça reste une victoire incontestable et sans appel. Mais sur le vote populaire, juste rapidement, là, on n'a pas encore tous les votes. Ça n'a pas été tout dépouillé. Mais Nate Cohn du New York Times estime qu'il y aura eu autant, peut-être un petit peu plus de votes au total qu'en 2020. En 2020, c'était 155 millions de votes exprimés. Cette fois-ci, on estime que ce sera 157 millions à peu près. Et en 2020, Biden avait eu 81 millions de votes. Harris en aura peut-être, selon les projections, 78 millions au pays, donc 3 millions de moins. Et Trump avait eu 74 millions de votes en 2020. On estime, selon les projections, qu'il serait à 80 millions de votes cette fois-ci. Donc, c'est un gain de 6 millions de votes au national. Quand même important. Et les courses ont été souvent plus serrées dans des États qui ne devaient pas être en jeu côté démocrate. Si on regarde dans l'État de New York, Harris l'a gagné par 10 %, je pense, ce qui est assez surprenant. Au New Jersey, par 4 % seulement. En fait, là où elle a fait campagne, dans les États clés de l'élection, on voit que ça a été un petit peu plus serré que dans des États où elle n'a pas fait campagne, ce qui prouve qu'il y avait un attrait pour ce que Trump proposait et ce qui prouve aussi que si la campagne avait été plus longue, peut-être qu'Harris aurait été, grâce à sa campagne, là, dans les circonstances, elle a mené une bonne campagne. Elle aurait peut-être été capable, si elle avait eu plus de temps, de resserrer un petit peu les choses. Mais un gros vent de face, je pense que c'est le contexte qui désavantageait considérablement les démocrates cette année. Bien, justement, je vais peut-être vous relancer là-dessus. Christophe a parlé de désaffection peut-être des démocrates. Karine a parlé de l'économie comme question de l'urne. J'ai peut-être deux questions complémentaires pour vous là-dessus. Premièrement, est-ce que... pourquoi, en fait, les mesures démocrates, les mesures économiques, les propositions, quand ils sont testées à l'aveugle, on voit que les propositions démocrates séduisent plus que les propositions quand elles sont prononcées par Kamala Harris ou par les candidats à l'élection. Pourquoi ces mesures-là sont plus populaires quand on sonde l'électorat américain? Puis, deuxièmement, sur la désaffection, est-ce que cette idée, on voit le camp républicain s'est vraiment rallié derrière Donald Trump. Est-ce que chez les démocrates, on attend trop le candidat ou la candidate parfaite, le candidat parfait? Est-ce que c'est plus difficile du côté démocrate de se dire on va se rallier derrière quelqu'un pour gagner, puis on discutera des nuances entre nous par la suite? Je ne sais pas si peut-être Christophe veut se lancer. Bien, la question des propositions démocrates qui sont plus populaires que le parti, je pense que c'est une grande énigme pour ceux qui étudient la politique américaine depuis longtemps déjà. Ça fait longtemps qu'on sait que les programmes d'aide sont plus populaires. Il y a cet adage-là qui dit que les Américains sont à gauche sur le plan économique, mais plus à droite sur le plan social. Puis je pense que c'est là qu'est la question beaucoup. Puis moi,
je pense qu'après chaque victoire des républicains, on revient un peu à ce livre classique de Thomas Frank sur What's the Matter with Kansas, ou pourquoi les électeurs du Kansas, donc un des États les plus pauvres des États-Unis, votent systématiquement pour un parti qui fait pas la promotion de la redistribution de la richesse, quoi que ce soit. Puis je pense que le problème, c'est vraiment une question que le Parti démocrate souffre depuis longtemps d'un problème d'image, c'est-à-dire qu'il est vu comme un parti élitiste, comme un parti qui est autre, qui est un parti qui ne représente pas les Américains ordinaires, entre guillemets, et ça permet en sorte de voir des aberrations, comme par exemple de voir des aberrations. C'est sûr que on rentre un peu dans le jugement, mais ça peut être dur de comprendre des fois, par exemple, pourquoi les travailleurs syndiqués, entre autres, sont prêts à voter majoritairement pour le Parti républicain, qui est un parti qui n'a absolument rien fait en termes de propositions pro-syndicales, mais qui n'a aucun problème à aller sur le devant de la scène, disant nous, on est pour les syndicats, quoi que ce soit, mais qui, après ça, font... Tu sais, Trump s'est pas prononcé en faveur d'une hausse du salaire minimum. Il n'y a pas de mesures concrètes là, qui sont offertes à part ne plus payer d'impôts sur les pourboires, là. Donc, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une différence entre le côté... l'aspect des policies, là, les politiques qu'on propose, et ça, ben, c'est souvent des conversations qui sont plus complexes que la conversation sur l'image des partis et l'image des candidats, où les démocrates souffrent d'être présentés toujours comme étant un parti plus étranger, en quelque sorte, pour toutes sortes de raisons, mais notamment à cause des idées qu'il mettrait de l'avant. Si je peux me permettre, bon, il y a toute l'affaire du contexte, mais si on parle, le contexte dont on a parlé tout à l'heure désavantageait fortement les démocrates. Mais si on parle du parti en tant que tel, on sait qu'il y a une grosse remise en question en ce moment. Il y a un gros débat à savoir qu'est-ce qui devrait être fait par le Parti démocrate pour la suite et pour la présidentielle de 2028. Christophe parlait du livre de Thomas Frank. Moi, je pense qu'il y a 2 autres ouvrages qui sont éclairants pour comprendre ce qu'on a observé mardi passé. Le premier, c'est celui de Micklethwait et Wooldridge, qui s'intitule « The Right Nation ». Donc, je pense que il ne faut pas oublier que la société américaine, bon, on sait qu'elle est plus conservatrice que notre société ici au Canada et au Québec. Et on le voit dans les sondages aux sorties des urnes, les électeurs électrices qui se disaient liberal, progressistes, c'est à peu près 17 % de l'électorat. C'est beaucoup moins que les électeurs qui se disent modérés, centristes ou conservateurs. Et c'est sûr que Kamala Harris a mené une campagne un peu plus au centre pour cette présidentielle-là. Mais ce qui lui a fait mal, je pense, c'est sa campagne présidentielle lors des primaires de 2020, où elle s'était projetée, en fait, elle s'était définie comme une candidate très, très à gauche, à peu près autant à gauche que Bernie Sanders, et elle avait tenu des propos sur l'immigration, sur toutes sortes d'enjeux, le wokisme et tout ça, qui ont été repris par le camp républicain cette fois-ci dans des publicités électorales où on voyait des déclarations de Harris très à gauche sur ces questions-là. Dans les états clés de l'élection, je pense que ça a fait mal. Je pense que cette candidature-là était trop à gauche pour le contexte et pour le type d'élection qu'il fallait gagner cette année. Et même si Harris s'est recentrée, je pense qu'elle n'a pas convaincu qu'elle était une candidate aussi centriste qu'un Joe Biden, par exemple, qui avait gagné l'élection en 2020. En tenant des propos plus à gauche que ce qu'il avait tenu dans le passé, mais on connaissait son parcours depuis plusieurs décennies de démocrate plus modéré. Et l'autre livre qui est intéressant pour comprendre ce qui s'est passé mardi, je pense, ça rejoint un peu ce que Christophe vient de dire. C'est un livre de Christopher Lasch qui a été publié au milieu des années 90, qui s'appelle « La révolte des élites ». Et c'est intéressant, c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années, mais dans lequel, ce que Lasch explique au fond, c'est que disons, les élites au sein des partis, les élites économiques, les élites politiques, les politiciens de carrière sont venus à perdre le contact avec monsieur, madame, tout le monde, avec le peuple, avec les électeurs de la classe ouvrière notamment. Et c'est pas la classe ouvrière qui s'est révoltée contre les élites, ce sont plutôt les élites qui souvent sont des gens qui sont issus peut-être de communautés de la classe ouvrière. On peut penser à J.D. Vance, qui est exactement ce profil-là. Mais ce sont des gens qui ont quitté ces milieux-là, qui sont allés dans les meilleures universités, qui sont bien incrustés dans les structures de pouvoir économique, politique, médiatique, et qui en sont venus à perdre le contact totalement avec les gens de la classe ouvrière et tout ça. Et je pense que Joe Biden a gagné l'élection de 2020. En passant, il l'a gagné de peu, là, l'élection de 2020. Ça avait été extrêmement serré à ce moment-là, dans un contexte qui favorisait considérablement le Parti démocrate. Cette fois-ci, le contexte est très défavorable au Parti démocrate, mais je pense que le parti n'a pas été en mesure
de convaincre des électeurs en difficulté sur le plan économique, dans les états clés de l'élection, dans des milieux où on veut de bons emplois, qu'ils aient une formation politique d'avenir sur les questions économiques. Et là, Bernie Sanders, après l'élection, dit quoi? Dit exactement ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec Bernie Sanders, puis je ne pense pas que ce qu'il propose sur le plan idéologique est la solution pour la prochaine présidentielle, mais il a mis le doigt sur une chose qu'il répète depuis longtemps, c'est que le Parti démocrate a perdu l'appui des gens de la classe ouvrière, des gens de la classe moyenne. Et ce que Steve Bannon, qu'on voit qui est sorti de prison, mais qui a été un des intellectuels importants dans l'entourage de Trump depuis 8 ou 9 ans, disait au début, si vous lisez le livre Les ingénieurs du chaos, qui est super intéressant là-dessus, ce que Steve Bannon rêvait de faire, c'était d'engendrer un réalignement électoral important dans cette société-là, mais de faire du Parti républicain un parti qui courtiserait davantage à l'avenir les gens de la classe ouvrière. Et ça, peu importe leur identité. Peu importe que ces personnes soient des femmes, des latino-américains, des afro-américains. Et je pense que c'est ça qu'on a observé mardi, puis c'est très, très inquiétant pour le Parti démocrate, honnêtement. Et ils doivent trouver une solution pour défaire ça pour la prochaine élection. Je termine sur un truc qui peut paraître anecdotique, mais qui illustre, je pense, cette déconnexion des élites du Parti démocrate avec le vrai monde, si je peux m'exprimer ainsi. Christophe Cloutier-Roy et moi avons fait beaucoup d'enquêtes terrain lors des élections américaines de 2014 à aujourd'hui. Puis dans le cadre de nos recherches, on a fait des entretiens avec des conseillers de campagne électorale, les directeurs des partis, des organisations des partis dans plusieurs États américains. Donc, auprès de gens du Parti démocrate, de gens du Parti républicain. Et ce qui nous frappait tout le temps, je ne sais pas si Christophe va être d'accord, mais ce qui nous frappait souvent, c'est que c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès, en fait, aux gens qui tiennent les campagnes, qui organisent les campagnes démocrates que les républicains. Donc, les gens du côté républicain nous ouvraient la porte, répondaient à nos questions, étaient intéressés de savoir qu'est-ce qu'on faisait là, étaient intéressés d'établir un contact avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Évidemment, ils veulent vendre leur salade et ils sont en mode... ils essaient de courtiser l'électorat autant que possible. Côté démocrate, plus de méfiance, moins d'ouverture à nous parler, un sentiment qu'on nous prend un petit peu plus de haut. Des gens qui ont des diplômes universitaires, qui organisent des campagnes électorales pour les candidats qu'on voit, qui s'appuient sur le big data pour savoir quels sont les thèmes porteurs pour une élection. Puis là, mardi passé, on entendait encore des gens nous dire « Les démocrates ont le ground game, ils sont mieux organisés, ils ont fait davantage de sondages internes, ils ont plus d'argent. » Ouais, mais le problème, c'est qu'ils font encore les campagnes électorales comme on les faisait au temps de Barack Obama. Et c'est plus ça, nécessairement, qui fait la différence, entre guillemets. Mais je pense que dans ce parti-là, il va devoir y avoir un changement d'attitude de la part des candidats qui font les élections, mais de la part des gens aussi qui sont derrière en coulisses et qui organisent ces élections-là. Ils n'ont pas eu la bonne approche cette fois-ci et ils s'appuient sur des recettes gagnantes, mais d'autres fois. Et je pense que ce qui les a surpris, c'est que Trump n'a pas ce ground game-là, ils étaient plus désorganisés, il y avait moins d'argent dans la machine républicaine cette fois-ci. Mais Trump réussit à aller chercher l'électorat dont j'ai parlé d'une autre façon et d'une manière que les démocrates ont un peu de difficulté à comprendre en ce moment, je pense. Ça m'amène à parler de l'article de Peter Baker, journaliste du New York Times, qui écrivait le lendemain de l'élection, le 6 novembre. Il faut arrêter de voir Donald Trump comme une anomalie. Là. Je pense qu'il a été élu 2 fois à la présidence. On ne peut plus dire que c'est un phénomène anormal. Mais il disait aussi qu'on assiste à un réalignement des forces politiques. Frédéric, tu parlais de cette espèce de clash ou de dichotomie, de déconnexion entre l'establishment, l'élite et, entre guillemets, le vrai monde. Mais est-ce qu'on doit arrêter de voir les courses, de voir la politique américaine comme une course entre démocrates et républicains? Est-ce qu'on devrait le voir comme une lutte entre l'establishment, les perturbateurs et l'élite ou les plus traditionnalistes? Donc, est-ce que c'est l'establishment contre le changement ou on a encore un clash démocrate-républicain? Je vois que Karine opinait tantôt quand Frédéric parlait. Je ne sais pas si tu veux te lancer. Bien, je ne sais pas si je veux me lancer. J'opinais. Il a dit beaucoup de choses, alors je ne me rappelle plus à quoi j'ai opiné, mais j'opine toujours quand Frédéric parle. Alors, j'imagine que c'est pour l'ensemble de l'œuvre, là. C'est réciproque. Mais pour peut-être faire le pont entre ce que Frédéric dit et ce que Julie-Pierre propose, c'est une des données probantes à cet égard-là qui appuie ce qui vient d'être dit, c'est le fait que l'éducation est un marqueur plus grand aujourd'hui
en termes de choix électoral que l'âge, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une indication de ce changement-là, de ce revirement-là. Quand vous avez une population plus éduquée qui vote, par exemple, plus démocrate, une population un peu moins éduquée qui vote plus républicain, alors que c'était l'inverse il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a clairement un revirement là, qui s'effectue, mais je vais laisser peut-être Christophe aller davantage dans ce sens-là, s'il le souhaite. S'il le souhaite, j'ai bien souligné. Et peut-être un autre élément, c'est que oui, il y a un revirement, mais il y a aussi le fait, et ça, c'est assez commun à toutes les démocraties, que le camp progressiste a toujours une coalition plus grande à rallier que les camps conservateurs, généralement. Alors, Harris avait à convaincre des gens allant des partisans de Bernie Sanders à des républicains modérés comme Liz Cheney. Alors, on a une coalition beaucoup plus vaste à former, alors que les républicains, cette année, c'est allez-vous voter Trump ou non? Alors, c'était ça un peu la question, et c'était peut-être plus facile à ce moment-là à mobiliser. Karine, j'ai envie de rester avec toi pendant que tu as le micro. Lors de la première victoire de Donald Trump en 2016, on a longtemps dit que les médias avaient peut-être un rôle à jouer. Moi aussi, la semaine a été longue, visiblement. Que les médias avaient un rôle à jouer dans cette élection-là. Est-ce que Donald Trump a peut-être eu trop de couverture médiatique? C'est une publicité gratuite, là, qu'on le veuille ou pas. Donc, je me demandais, est-ce que ton analyse de cette année amène peut-être aux mêmes conclusions? Est-ce que la couverture médiatique a avantagé l'un ou l'autre des candidats cette année? Puis est-ce qu'au final, ça a eu un impact là, sur le vote? Plusieurs choses concernant la couverture médiatique. On a d'abord critiqué beaucoup de journaux, le New York Times en particulier, pour avoir normalisé le discours de Trump, notamment dans les manchettes tout au long de la campagne. Il y a d'autres journaux qui ont décidé de ne pas appuyer un candidat. Cette année, le 3/4 d'entre eux, en fait, ont décidé de ne pas le faire, alors qu'habituellement, c'était une tradition. Et certains ont vu cette décision-là comme un désaveu à l'égard de Harris, ou en tout cas une façon d'appuyer Trump, parce que les intérêts financiers sont davantage clairs peut-être cette année. En réalité, je pense que les médias traditionnels, qu'ils soient en format numérique ou papier ou je ne sais trop, je pense que ce ne sont plus des game changers en bon français, là. Ça l'était il y a longtemps et on l'a vu. Et quand on parle beaucoup de l'entrevue de Trump avec Joe Rogan, mais je pense que c'est très clairement le symbole de ce changement-là. Quand on regarde le nombre de personnes qui écoutent le podcast de Joe Rogan, je pense que c'est une dizaine de millions de personnes par épisode. Mais quand on met les émissions d'affaires publiques des grands réseaux tout ensemble, elles n'arrivent même pas à ce chiffre-là. Clairement, c'est pas là que ça s'est joué. Et quand on regarde où Trump a fait des gains importants, notamment chez les jeunes hommes, il y a quelque chose, là, il faudra peut-être prendre un certain temps avant de mesurer l'effet réel de ça, mais clairement, il y a des indications là que les médias traditionnels l'ont échappé un peu. Et ce qu'on voit, c'est quand on regarde la quantité de couverture médiatique des candidats, Harris a eu davantage une couverture positive que Donald Trump, et clairement, ça n'a pas eu l'effet escompté nécessairement. Et Frédéric l'a dit tantôt, parce que essentiellement, les démocrates continuent de mener des campagnes traditionnelles, à la fois en termes de stratégie électorale, mais aussi en termes de stratégie médiatique. Bien sûr, Kamala Harris a participé à quelques trucs sur TikTok où est l'objet de quelques memes, où en a partagé quelques-uns, mais c'est pas suffisant. Elle a participé à quelques balados, mais essentiellement, sa stratégie, c'était une stratégie conventionnelle, une stratégie qui clairement ne fonctionne plus. Je pense que ça il faut dire ça de cette façon-là. On ne rejoint plus les gens de la même façon. Et à partir du moment où l'électorat est morcelé, où on fait de la micro-analyse de différents groupes, il faut avoir des micro-stratégies médiatiques aussi. Et ça, je pense que Trump, c'est une de ses forces et ça a bien fonctionné. Merci, Karine. Pour clore, c'est peut-être ce premier segment le plus de post-mortem de l'élection. Frédéric en parlait tantôt. Trump, sans avoir gagné toutes ces catégories, mais a quand même fait des gains importants chez plusieurs électorats qui étaient traditionnellement plus favorables aux démocrates, donc chez les jeunes, les femmes, les Afro-Américains, les Latino-Américains, dans les villes. On l'a vu à Austin, à Atlanta, dans les banlieues de Détroit. Sans compter qu'il a, encore une fois, comme en 2016, brisé le fameux mur bleu qui a fait longtemps partie de la stratégie démocrate. Donc, Christophe, pas une mince tâche, mais pourrais-tu nous parler un peu de ce qui explique ce recul dans l'électorat traditionnellement démocrate? Puis,
est-ce que les démocrates peuvent se relever de cet échec-là? Est-ce qu'ils peuvent rebâtir la coalition qui les appuyait de façon peut-être plus fidèle autrefois? Je vais y aller avec une réponse. C'est des pistes que j'évoque, mais il faut comprendre évidemment qu'on manque un peu de distance par rapport à ça. Puis évidemment, c'est pas mon rôle ici d'offrir un projet clé en main pour le Parti démocrate, mettons, pour retrouver la pertinence qu'il a pu avoir par le passé. Il y a deux choses que je mentionnerais, puis ça revient un peu à ce qu'on a dit, là, ce qu'ont dit les autres panélistes depuis le début. D'abord, il y a puis Frédéric et moi, effectivement, on constate ça. Il y a une espèce d'arrogance du Parti démocrate, puis une façon... Puis c'est pas nouveau de cette année. Rappelez-vous, en 2020, Joe Biden qui dit à l'humoriste Charlemagne d'Agod, « If you vote for Trump, you ain't black ». Il y a cette façon-là de dire, la communauté afro-américaine nous doit des votes. Les femmes doivent voter pour nous à cause de la question de l'avortement. Les Arabes doivent voter pour nous parce que oui, Gaza, mais ça va être pire sous Trump. Donc, cette façon-là de prendre de haut l'électorat comme ça, souvent, mais ça vient qu'à montrer ses limites, ultimement. Puis, on l'a bien vu, entre autres, le cas de la communauté arabe au Michigan est assez parlant là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Dearborn, la ville qui a la plus haute proportion d'Arabes aux États-Unis, donc en banlieue de Détroit, Kamala Harris a fini 3e dans cette course-là, derrière Jill Stein du Parti vert. Et c'est sûr que le Michigan n'a pas été l'élément décisif dans cette course-là, étant donné le balayage de Donald Trump. Mais ça montre quand même qu'un électorat de la grande coalition démocrate, dont parle Karine, qu'on doit mobiliser, si on se met à dos cet électorat-là, il peut décider de voter pour un tiers parti, il peut décider de ne pas aller aux urnes, il peut décider aussi d'appuyer Donald Trump. On a vu quand même une hausse, encore une fois, dans tous les groupes à peu près, des appuis pour Donald Trump. Il y a une complexité cognitive aussi de l'électorat. Julien mentionnait le fait que les propositions en faveur de l'avortement il y en a eu 10, je pense. Je pense que les 10 d'entre elles, dans les États où elles étaient, ont eu un meilleur résultat que Harris, et souvent de manière très significative. Là, Julien parlait d'écart de 10% à peu près. Les électeurs, et surtout les électrices, sont capables de dire qu'elles préfèrent Donald Trump et qu'elles veulent quand même préserver le droit à l'avortement. Donc ça, c'est des choses que les démocrates, à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent que leur électorat a une certaine agentivité aussi, et il peut décider qu'il n'est pas d'accord avec ce qui lui est proposé. Et à cet égard, et là je suis entièrement d'accord avec Frédéric et Karine, une façon de faire de la politique, et je suis vraiment content que tu évoques les années Obama, parce que c'est vraiment à ça que ça me fait penser, cette espèce de façon de surinterpréter des données qu'on a, tout en n'étant pas nécessairement sur le terrain. Le fait de ce culte de l'argent au sein du Parti démocrate, de dire qu'on va l'emporter parce qu'on a l'appui de plus de milliardaires que l'autre parti. Je veux dire, c'est-tu rendu le Parti républicain, ce parti-là? Je veux dire, comment... Et le meilleur argument de vente qu'ont les démocrates, apparemment, et je ne sais pas si vous avez vu le clip de MSNBC qu'on a vu dans les jours qui ont suivi, mais une panéliste qui dit « Je comprends pas que Kamala Harris a fait une campagne parfaite. Elle a obtenu l'appui de toutes les célébrités. » Je veux dire, à un moment donné, il va falloir comprendre que Taylor Swift, je ne sais pas combien d'articles vous avez lus sur Taylor Swift pendant la campagne, puis sur à quel point elle pouvait faire une différence. Taylor Swift a un seul vote dans la campagne électorale. Donc, les gens... Oui, ça peut aider, effectivement, d'avoir des célébrités populaires qui nous endossent, mais les gens ont quand même des considérations autres que de seulement dire comment est-ce que Taylor Swift ou Hulk Hogan va voter. Je pense que les gens sont capables d'avoir un peu plus de complexité cognitive au moment de faire leur vote. Julien, tu voulais rebondir? Oui, juste rebondir sur ce que vient de dire Christophe à l'endroit des célébrités. Tu parlais de Taylor Swift, mais Barack Obama incarne aussi, je pense, le même problème qu'ont les démocrates avec les célébrités. Autant en 2008, il pouvait incarner quelque chose du rêve américain, que ce soit l'accession au pouvoir des Afro-Américains, la progression dans l'ascenseur social. Depuis 2016, au moins, il incarne parfaitement l'élite démocrate. C'est quelqu'un qui ne vit plus auprès de la classe moyenne. Il a une maison à Martha's Vineyard. Ça dit quand même tout. Et le voir descendre tous les 4 ans de son piédestal pour venir donner des leçons aux électeurs afro-américains en particulier, c'est quelque chose que les démocrates vont devoir... quelque chose à laquelle les démocrates vont devoir réfléchir et probablement écarter Barack Obama de toutes les prochaines campagnes présidentielles s'ils veulent les gagner. Bon, je suis un peu lent dans ma réflexion par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, donc je rattrape des choses qui me viennent à l'esprit. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait un titre d'une newsletter du New York Times il y a quelques semaines qui expliquait, je trouve très bien, le défi des démocrates. Le titre, c'était « Class Trumps Race ». La classe socio-économique prévaut sur l'identité en général, qu'elle soit l'identité
raciale, mais l'identité de genre, l'identité sexuelle ou toutes les autres identités sur lesquelles ont beaucoup misé les démocrates au cours des dernières années pour solidifier cette coalition électorale. Et manifestement, on le voit bien avec le vote des différentes communautés ethniques, il n'est pas homogène, il n'est pas nécessairement acquis, et ça vaut pour toutes, évidemment, dans des proportions diverses. Et peut-être les considérations économiques prévalent au sein aussi de ces communautés. Les démocrates doivent le réaliser. Et c'est aussi des communautés qui sont tout à fait sensibles aux valeurs conservatrices. Christophe évoquait à juste titre les Arabes américains dans la région de Dearborn. Le dossier israélo-palestinien, je pense qu'il est absolument secondaire dans leur comportement électoral. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans les dernières semaines de la campagne, c'est les propos des leaders de cette communauté qui appuyaient Donald Trump en disant le Parti républicain, c'est celui des valeurs traditionnelles. La famille traditionnelle, les rapports hommes-femmes traditionnels, des choses comme ça qui peuvent percoler au sein de cet électorat. On le dit depuis des décennies au sein de l'électorat latino-américain et au sein de l'électorat afro-américain. Et j'ajouterais un truc concernant la stratégie générale des démocrates. Ils doivent la revoir, ils doivent revoir leur discours, ils doivent revoir leur branding, mais ils doivent aussi commencer par se réintéresser à quelque chose qu'ils ont négligé depuis au moins 3 décennies. Ce sont les courses locales. Les républicains ont investi depuis des décennies les sphères politiques locales qui ne sont pas glamour, qui ne sont pas terribles, il n'y a pas beaucoup de participation, mais ils peuvent construire leur programme, leur assise. Et je finirai en évoquant simplement une statistique. Il y avait des élections locales cette année, il y en avait à peine la moitié qui étaient compétitives, c'est-à-dire où il y avait 2 candidats. Et dans l'immense majorité des cas, il y avait un seul candidat qui était républicain. Les démocrates les avaient désertés. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion. Je ne sais pas si les stratèges démocrates nous écoutent, mais peut-être qu'ils auront des idées ou des choses à réfléchir pour les prochaines années. Je vais maintenant passer, parce qu'on pourrait passer la journée là, à parler de cette élection, mais je pense que notre audience s'intéresse aussi aux conséquences. Là, maintenant qu'on sait que Donald Trump va revenir à la Maison-Blanche, qu'est-ce que ça aura comme impact sur la société américaine, mais aussi sur le reste de la planète, parce que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, que Trump le veuille ou non, a une influence sur beaucoup d'enjeux. Donc, peut-être pour nous lancer dans ce deuxième segment, Frédéric, Donald Trump a fait beaucoup de promesses en campagne électorale, mais à quoi peut-on s'attendre là, dans les premiers mois? Quelles sont ses priorités là, pour législatives ou ses projets qu'il veut mettre en place là, avec l'arrivée à la Maison-Blanche? Il y a toutes sortes de questions dont on pourrait parler, mais évidemment, si on prend les 2 enjeux clés de cette élection-là du point de vue républicain, c'est-à-dire l'économie et l'immigration, il y a déjà des promesses qui ont été faites par Trump. Tout le monde les connaît, vous les avez entendues. Sur le plan économique et commercial, il croit pouvoir lutter contre l'inflation en procédant, il lie ça au dossier migratoire, en procédant à l'expulsion massive de migrants non documentés présents en sol américain. Ce qu'il dit, c'est que grâce à cette expulsion massive de migrants américains, on verra comment ça va se dérouler. Ils veulent y aller par tranche d'1 million de personnes pour commencer. On va voir comment ça se déploie. Mais l'argument est de dire que l'expulsion massive des migrants pourra améliorer, pourra permettre de lutter en partie contre la crise du logement et la crise de l'accès à la propriété, parce que moins de gens en sol américain rend plus de logements disponibles et de maisons disponibles, et il croit pouvoir lutter contre l'inflation en partie de cette façon-là. Il veut aussi lutter contre l'inflation en maximisant l'exploitation et la production de combustibles fossiles en sol américain, dans des zones protégées actuellement, en Alaska notamment. Et il dit que grâce à cette exploitation massive et production massive de combustibles fossiles, ça aura un effet sur l'inflation puisque ça permettra de réduire notamment le coût de l'énergie en sol américain. Pour ce qui est de ce qu'il veut faire à l'international sur le plan économique, il veut poursuivre sa guerre commerciale. Il veut l'intensifier, des tarifs commerciaux douaniers sur à peu près toutes les exportations à destination des États-Unis, de 10 à 20 s'agissant de ce que nous, au Canada, on exporte aux États-Unis. On verra quels secteurs sont visés, de quelle manière ça va se déployer. Et pour ce qui est de la Chine, oui, poursuivre
guerre commerciale contre la Chine, peut-être des tarifs commerciaux sur toutes les exportations chinoises à destination des États-Unis, atteignant peut-être les 60 %, donc encore plus considérable que ce qu'on a vu durant sa première présidence et durant la présidence Biden, par ailleurs, puisque Biden a aussi poursuivi sur cette lancée durant sa présidence. On va peut-être parler des gens qu'il veut nommer dans son administration au cours des prochaines semaines, mais pour les responsables de la politique étrangère, je pense que Julien pourra l'aborder, mais les personnes auxquelles il pense, notamment Marco Rubio, peut-être au State Department, et Kristi Noem au Homeland Security Department, et les autres, ce sont des gens qui sont des faucons sur la Chine, notamment, et je pense à Rubio tout particulièrement. On peut penser que cette guerre commerciale, elle sera intensifiée. Et pour ce qui est de la gestion du dossier migratoire, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il nomme effectivement des personnes qui sont entièrement d'accord ou qui ont été peut-être les architectes de ce projet d'expulsion massive des migrants non documentés présents en sol américain. Et on peut penser à M. Hoffman, qui serait le border czar de M. Trump, et Stephen Miller aussi, qui serait Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, donc un des conseillers principaux de Donald Trump et un des grands architectes de probablement la politique migratoire de Trump. Je peux commencer par ça. Peut-être que les autres ont des choses à ajouter. Mais je terminerai peut-être en disant que ce que Trump veut faire cette fois-ci, puis je pense qu'il va être en mesure de le faire, c'est d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de ses projets que ce qu'il a fait durant sa première présidence. Pourquoi? Parce qu'il a une meilleure connaissance de la machine gouvernementale cette fois-ci. Il veut nommer des gens qui lui sont davantage loyaux aussi. Ça aussi, on le voyait dans le projet 2025. C'était une des propositions, des suggestions que faisaient les think tanks conservateurs américains à Trump, c'est-à-dire, si vous voulez que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait moins de débats au sein du gouvernement, entre les divers départements et tout ça, et au sein d'une prochaine administration républicaine. Donc, à ce titre, peut-être nommer davantage des gens qui seront de loyaux serviteurs de Trump, qui ne remettront pas nécessairement ses idées en question pour que la machine aille plus vite, plus rondement. Et dans les noms qu'on voit pour l'instant, on voit que ce sont de loyaux partisans de Trump. Elise Stefanik, notamment, qui serait peut-être ambassadrice à l'ONU. Donc, je termine là-dessus, puis je sais que les autres vont ajouter des choses aussi. On parle justement d'une administration Trump peut-être plus efficace, qui a des idées plus ambitieuses pour un retour à Washington, mais évidemment, normalement, le président ne peut pas faire entièrement ce qu'il veut. Mais là, il y a aussi le Congrès qui joue dans tout ça. Par contre, on voit, et là, les résultats, évidemment, ne sont pas terminés pour le Congrès, mais de ce qu'on voit pour l'instant, les républicains sont en bonne posture là, pour remporter le contrôle de la Chambre des représentants. Ils ont déjà remporter la majorité au Sénat. Donc, on pourrait avoir un triplé ici, le Sénat, la Chambre et la présidence qui appartiennent au même parti, ce qui n'était pas le cas en 2016. Il y avait quand même une opposition démocrate qui a certainement pu mettre des bâtons dans les roues de Donald Trump. Donc, Christophe, j'ai envie de te demander à quoi on peut s'attendre là, au niveau législatif. En quoi la dynamique à Washington va changer si on a effectivement un triplé républicain? Frédéric a fait un bon point en soulignant la rapidité avec laquelle Trump va pouvoir opérer. Et c'est une rapidité qu'on pourrait dire une rapidité exécutive. C'est-à-dire que ce qui a changé dans la préparation de Trump par rapport à 2016, et ce que Frédéric dit, là, de mieux comprendre les rouages de la machine, et aidé en ça par le projet 2025 et toute la valorisation en fait d'un pouvoir exécutif fort, c'est une façon de bien comprendre comment utiliser les rouages de la machine exécutive aux États-Unis. Paradoxalement, le fait d'avoir un triplé républicain, j'ai pas l'impression va tant aider l'agenda législatif de Trump parce que je ne pense pas qu'il y a un agenda législatif qui est particulièrement développé. Trump, dans son premier mandat, a dédié très peu de temps et d'efforts en fait à convaincre, même il y avait un triplé en fait républicain en 2017-2018. Il y a l'accomplissement des hausses des baisses d'impôts, là, mais c'est à peu près la chose qu'on. En fait, dès le début de sa présidence, en fait, Trump avait utilisé les ordres exécutifs. Ce qui change, là, c'est que, alors qu'en 2017, on avait un vice-président qui s'appelait Mike Pence, qui était issu du Parti républicain, qui avait eu une carrière au Congrès, qui connaissait bien les rouages et qui aurait pu être une sorte d'entremetteur, qui n'a pas de temps été utilisé dans ce rôle-là. Mais aujourd'hui, il est remplacé par J.D. Vance, un sénateur qui a passé seulement 2 ans à Washington puis qui n'a pas nécessairement un grand réseau au Congrès. Donc, il n'y a pas ce rôle que le vice-président pourra jouer d'être une espèce d'entremetteur législatif. Par ailleurs,
oui, la Chambre des représentants va vraisemblablement être avec une majorité républicaine, mais les majorités vont continuer à être faibles. Il n'y a pas de gros mandats. Et là, en plus, comme le disait Frédéric, bon, si on commence à nommer des Elise Stefanik, etc., à des postes, bien, ça veut dire qu'il va y avoir des vacances à la Chambre. Donc, pendant un certain temps, du moins, on n'aura peut-être pas les majorités nécessaires. À ceci s'ajoute le fait que, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'en disent certaines personnes, Trump ne se représentera pas en 2028. Donc, il est un président lame duck. Et donc, son capital politique commence à baisser à partir du moment où il est élu et assermenté. Donc, là, ça paraît pas pour l'instant, mais il va y avoir de plus en plus quand même de résistance de gens qui vont vouloir éventuellement se faire un nom pour eux-mêmes et essayer de trouver leur place soit au Parti démocrate, soit au Parti républicain pour être candidat en 2028. Donc ça pourrait être mettre d'un bâton dans les roues. Donc, considérant aussi que Trump veut mener le show de manière générale, c'est son modus operandi, on peut s'attendre à ce que ce soit une présidence qui fonctionne beaucoup par décret exécutif dès le début, qui va chercher d'élargir autant que possible les pouvoirs de la Maison-Blanche. Et le Congrès, apparemment, va être très content de ce qu'on entend, de lui laisser les mains libres. Vous avez vu cette déclaration en fin de semaine. Il a dit, moi, je veux pouvoir nommer qui je veux à des postes. Je veux pas que le Congrès me mette des bâtons dans les roues. Je vais faire des recess appointments, comme on dit en anglais. Et ben, les républicains lui disent, oui, pas de problème. Ça va être comme ça que ça va fonctionner. Bon. Il y a quand même des choses dont le Congrès va devoir parler. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'on va parler de baisse d'impôts dans les premières années parce que certaines des baisses d'impôts, justement, qui ont été établies en 2017 vont arriver à expiration cette année ou l'année prochaine. La question de l'Ukraine, ça, je pense que Julien va pouvoir en parler. Est-ce qu'on va avoir un définancement, en fait, de l'effort de guerre ukrainien? Et enfin, et ça va intéresser sans doute Frédéric beaucoup, qui va peut-être y faire référence, la question de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui est dû pour révision en 2026 et le Congrès va être appelé à jouer un rôle, ne serait-ce que pour l'adoption éventuelle d'un nouvel accord. Maintenant, la question que certains se demandent, est-ce qu'il va y avoir une loi, par exemple, pour interdire l'avortement au niveau national? Est-ce qu'on va vouloir supprimer Obamacare? Si le Parti républicain a ce genre de pulsion de mort et souhaite à tout prix perdre le contrôle du Congrès en 2026, certainement. Mais je ne pense pas que c'est vers ça qu'on se dirige. J'ai l'impression qu'on va être un peu plus prudent, qu'on va être sûr de maintenir ces majorités qui sont très faibles. Et je terminerai juste en disant que la question que je me pose, c'est quel est l'avenir du filibuster au Sénat? C'est sûr qu'avec une majorité de 53 sièges, c'est peut-être moins un enjeu, la majorité est moins faible qu'à 50 ou 51. Mais si jamais il y a quelque chose qu'on veut à tout prix faire avancer du côté du Sénat et qu'on n'a pas les fameux 60 votes requis pour faire avancer telle mesure, comme en s'appuyant sur les précédents qu'on a eu d'utiliser l'option nucléaire, donc abolir le filibuster pour la nomination des juges, notamment à la Cour suprême, peut-être que la tentation va être forte pour le prochain leader républicain du Sénat, que ce soit John Cornyn, John Thune ou Rick Scott, de dire, ben tout simplement, on va abolir le filibuster et une majorité simple va suffire. Et ça va changer radicalement le calendrier législatif aux États-Unis pour les années à venir. Je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est quelque chose que je vais être curieux de voir si ça va revenir sur le devant de la scène dans les prochaines années. Merci, Christophe. Tu as évoqué, Frédéric aussi a évoqué certains enjeux de politique étrangère. Donc, je vais me tourner vers Julien. Donald Trump a eu des idées ambitieuses en politique interne, mais aussi fait des déclarations assez frappantes en politique étrangère. Il a dit notamment qu'il pouvait régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Il a continué, comme Frédéric l'a évoqué, de parler de façon assez agressive là, contre la Chine. Donc, on sent qu'il y aurait une pression de ce côté-là. Mais globalement, quels sont les enjeux prioritaires pour Donald Trump sur la scène internationale? Et en fait, est-ce que la politique étrangère est vraiment une priorité pour cette administration-là? Ouais, excellente question. Alors, je ne vais peut-être pas répondre précisément à est-ce que c'est une priorité pour l'administration Trump, cette politique étrangère. Je vais essayer de plutôt voir un peu quel est le comportement auquel on peut s'attendre sur les principaux dossiers qu'on a, nous, à l'esprit lorsqu'on regarde la politique étrangère américaine. Certains ont déjà été évoqués. Et je commencerai par dire qu'on l'a vu lors du premier mandat, Trump, en politique étrangère, comme peut-être largement en politique intérieure, il est imprévisible. Alors, donc, c'est très difficile, quelques semaines avant qu'il arrive effectivement en poste, de précisément anticiper ou de dire de façon très définitive qu'est-ce qu'il va faire. Et ce, sur la plupart des dossiers qui nous préoccupent en politique étrangère. La deuxième chose que je dirais, c'est que je ne m'attends pas finalement à des changements si radicaux que ça. Même par rapport à ce qu'on voyait avec l'administration Biden. Et si vous voulez, je ferai assez rapidement un premier tour des principaux dossiers, à commencer par le Moyen-Orient.
peut-on vraiment s'attendre à ce que Donald Trump change fondamentalement la dynamique du conflit israélo-palestinien? Donald Trump qui a quand même dit à Benjamin Netanyahou qu'il devrait essayer de régler la situation avant son entrée en poste. Oui, je ne pense pas que Netanyahou ait attendu le feu vert de Donald Trump pour régler à sa façon la question palestinienne. Il le fait depuis le 8 octobre 2023 tout seul, de façon tout à fait efficace dans sa perspective, évidemment, à lui. Probablement que Donald Trump serait soulagé que le 20 janvier prochain, on oublie le conflit israélo-palestinien. De toute façon, à toute fin pratique, il est déjà oublié, ce conflit israélo-palestinien. Le seul changement qu'on aurait pu anticiper, c'est si Kamala Harris avait été élue, peut-être que Joe Biden aurait saisi l'opportunité pour essayer de ramener les États-Unis à leur rôle d'honnête courtier et d'imposer, d'une façon ou d'une autre, une discussion sur un plan de paix concret. L'idée, donc, dans le conflit israélo-palestinien, qu'on serait plus proche ou plus éloigné d'une solution à deux États, avec Trump, ça ne changera rien. On n'était pas proche et il ne s'en rapprochera pas, même s'il a le goût des grandes négociations. Il y a un sujet au Moyen-Orient peut-être qui me titille un petit peu plus, qui pique un petit peu plus ma curiosité que le conflit israélo-palestinien, c'est la question iranienne. Alors, ce n'est pas très, très original, mais je suis curieux de voir comment Trump et peut-être son fils, Don Jr., vont intégrer l'annonce faite il y a quelques jours par l'administration Biden que l'Iran a manifestement tenté d'attenter à la vie de papa pendant la campagne. Est-ce que ça va inciter Trump à appuyer une opération militaire de grande envergure, par exemple de changement de régime, contre Téhéran, et ainsi aller peut-être dans le sens de ce que pourrait espérer Benjamin Netanyahou. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a une certaine incertitude, parce que oui, il pourrait être tenté d'être très dur contre Téhéran, mais il y a aussi peut-être son ami Mohammed Ben Salman qui pourrait venir lui dire « Écoute, une grande guerre au Moyen-Orient, même nous, ça ne nous arrange pas trop, et peut-être pour toi, l'inflation, les prix de l'énergie, tu n'as pas envie nécessairement d'aller là-dedans, mais ça reste une inconnue. » J'accélère un petit peu parce qu'autrement vous trouvez que je parle trop longtemps. Sur la question ukrainienne, c'est sûr que depuis mardi dernier ou mercredi dernier, on ne doit pas très bien dormir à Kiev, mais on connaît le personnage. Et je pense que Zelensky, il a très bien compris le personnage. Il est amadouable, Donald Trump. Ça va être peut-être plus dur d'amadouer des républicains au Congrès qui en ont marre de donner de l'argent à l'Ukraine parce qu'ils ont le sentiment que ça va nulle part, ce dossier-là. Mais Trump, je ne suis pas certain qu'il va abandonner ni régler en 24 heures le conflit russo-ukrainien et que les dés sont joués contre Volodymyr Zelensky. Si lui sait jouer ses cartes et si les Européens savent jouer ses cartes en appui des Ukrainiens, sur ce dossier-là, j'ajouterai un élément. Dans la dynamique du conflit, on est arrivé à une étape où probablement il faut geler ce conflit-là des deux côtés. Et finalement, Trump pourrait peut-être faciliter l'idée de geler le conflit, mais ça ne changerait pas nécessairement la dynamique fondamentale de celui-ci. Sur la Chine, je vais être très bref, Frédéric l'a évoqué, on est clairement dans la continuité. On veut développer la compétition, la rivalité, et ça va être toute une question de nuance. Qui aura le dernier mot au sein de l'administration? Est-ce que c'est Rubio? Est-ce que ça va être des gens plus modérés du milieu des affaires qui ne veulent pas totalement séparer les deux économies? On verra ce que ça donne. Là où ça va être plus compliqué en matière de politique étrangère, je pense que c'est pour les alliés. Pour les alliés des États-Unis, les alliés traditionnels, Frédéric l'a évoqué avec les droits de douane pour le Canada, pour les alliés européens. Et finalement, pour les alliés en particulier en Europe, on va se retrouver un peu à ce qu'était la relation avec les États-Unis dans les années 90. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que Washington appuie l'intégration européenne ou Washington est un frein, veut diviser l'Europe? On se posait la question en Europe dans les années 90. Ça a permis peut-être d'avancer. Et comme l'Europe avance par crise, il y a une opportunité formidable de le faire avec Donald Trump, si vous la saisissez.
Belle vue d'ensemble, Julien. J'ai une toute petite question pour toi qui ne prendra pas beaucoup de temps, mais on le sait, Donald Trump arrive en poste seulement en janvier. Est-ce que pour les conflits en cours, l'Ukraine, Gaza et autres, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour l'administration Biden en ce moment où on a l'impression que les pays vont tout simplement attendre que Trump arrive en poste? Sur le conflit israélo-palestinien, je ne vois pas ce qu'il peut faire, le pauvre Joe Biden, d'ici le 20 janvier, si ce n'est espérer que ça ne dégénère pas plus. Mais bon, c'est sous cloche finalement depuis quelques mois, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Sur l'Ukraine, on sait que l'administration Biden veut accélérer la livraison d'armes, veut s'assurer que le 60 milliards qui avait été voté un petit peu plus tôt cette année soit concrètement entre les mains des Ukrainiens pour qu'ils puissent au moins établir un rapport de force jusque quelque part au milieu de l'année 2025. Mais comme j'y faisais allusion, on est probablement, même du côté de Zelensky, rendu à un moment où on s'aperçoit qu'on ne peut pas mener le conflit de façon offensive comme on espérait le faire quelques mois après le début de l'offensive de février 2022. Donc, il faut faire quelque part une pause. Et le plan, là, en 4 points évoqué par Trump, le plan de Trump pour l'Ukraine, les réalistes ou l'administration Biden pourraient présenter exactement le même. De non-adhésion à l'OTAN pendant 20 ans, de gel du conflit sur la ligne de front, de considérer que les zones conquises appartiennent à la Russie. On va geler ça. Je pense que tout le monde est favorable à ça. Et après, on verra bien le rapport de force. D'ici 20 ans, il ne devrait plus y avoir Vladimir Poutine en Russie, a priori. On ne sait jamais. Soyons patients. Soyons patients. Merci beaucoup, Julien. Donc, on a parlé de ce qui risque d'arriver peut-être plus au niveau domestique, de ce qu'on pourrait voir arriver ou pas au niveau international. J'ai envie peut-être d'aller au niveau sociétal pour une dernière question pour Karine. On l'a vu, la première présidence Trump a contribué à accroître le phénomène qu'on appelle les chambres d'écho, donc des gens qui ne s'alimentent que de rhétorique et de médias qui corroborent la pensée qu'ils ont déjà. Mais aussi, on a vu une montée de la désinformation, des théories du complot, mais surtout des fausses nouvelles, de la désinformation dans les médias ou dans ce que consomment les Américains. Est-ce que tu crois qu'une deuxième présidence, qu'est-ce que la deuxième présidence Trump implique en fait pour le paysage médiatique, mais sociétal, le débat en fait aux États-Unis? C'est une vaste question. Je sais. Je vais essayer d'y répondre brièvement. D'abord, rappelons les éléments de base, c'est-à-dire que les médias sont de moins en moins à même d'expliquer les divisions profondes de la société américaine. En tout cas, les gens leur font beaucoup moins confiance pour le faire. On parle d'une dégringolade envers la confiance dans les médias aux États-Unis. Il y avait plus de 70 % de la population qui faisait confiance aux médias dans les années 70. Aujourd'hui, on parle de 25-30 % à peu près. Il n'y a plus de figures médiatiques rassembleuses comme Walter Cronkite, par exemple, aujourd'hui, vers lequel les Américains se tournent pour comprendre des phénomènes en se disant « je peux faire confiance à ce que cette personne-là me dit ». D'autre part, les résultats, ou en tout cas la politique américaine depuis quelques années nous démontre que les faits importent peu devant le ressenti des gens. Alors, ça veut dire que les médias, encore une fois, ont de moins en moins d'impact sur les phénomènes sociaux. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien, évidemment, là, je n'ai pas de boule de cristal, alors je ne peux pas prédire, mais on peut peut-être regarder ce que Trump pourrait envisager de faire, notamment par le biais de ce qu'il a déjà dit ou de ce qu'il a déjà fait. On pourrait envisager, par exemple, la politisation de la FCC, la Federal Communications Commission, et notamment en tentant de punir, par exemple, les télédiffuseurs qui diffusent de la couverture médiatique négative sur Trump pour son administration. Il avait déjà menacé de le faire en 2017, alors on pourrait imaginer que ce serait encore possible aujourd'hui. À l'époque, ça avait été contré, cette volonté-là, par le directeur du FCC qui avait été nommé par Trump, qui lui avait dit « Ouais, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. » Maintenant, dans les nominations qu'il fera, est-ce qu'il ne va pas justement aller chercher quelqu'un qui va peut-être lui faciliter la tâche? En même temps, il y a un cadre réglementaire là, un peu lourd, mais enfin, ça pourrait être une avenue.
Ce qui est plus probable de voir, ce sont les campagnes de salissage ou le harcèlement qui sont peut-être plus plausibles envers les journalistes, envers les médias. Il a dit pendant la campagne qu'il n'était pas contre l'idée qu'on tire sur les journalistes. Alors déjà, ça met un peu la table. Lors de son discours de victoire, il a dit que les médias étaient le camp ennemi. Alors encore une fois, on est dans cette rhétorique-là qui se poursuit. Il a intenté une poursuite judiciaire contre CBS aussi à la suite de l'entrevue avec Kamala Harris parce qu'il soutient que cette entrevue-là a été manipulée pour mieux faire paraître la candidate et donc que c'est une ingérence indue des médias dans la campagne électorale. Alors, c'est ce genre d'action-là qui risque peut-être de se produire davantage. Et ce qui va certainement se poursuivre, c'est un mouvement qui est amorcé depuis assez longtemps, depuis peut-être même Barack Obama, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'interactions directes entre le président et le corps médiatique, de moins en moins de conférences de presse, de moins en moins de points de presse en général. Donc, à partir de ce moment-là, ça laisse le champ libre à ces médias alternatifs, à ces blogs, à ces podcasts, à tous les réseaux sociaux, en fait, pour occuper l'espace. Et Trump est très bon pour utiliser ces mécanismes-là pour mousser sa propre personne. On n'a certainement pas fini de voir Donald Trump dans les médias. On en a pour au moins 4 ans. C'est ce qui conclut la ronde de questions et la table ronde d'aujourd'hui. Donc, je veux d'abord remercier mes panélistes qui ont couvert quand même beaucoup d'enjeux en 1h30. Donc, Frédéric Gagnon, Karine Prémont, Julien Toureille et Christophe Cloutier-Roy.